Les machines pensent-elles vraiment? Sont-elles capables de raisonner? On a l'impression que c'est la grande question qui se cache derrière chaque nouvelle annonce, chaque nouveau produit. C'est vrai. Et c'est une question vertigineuse. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va se pencher aujourd'hui sur une source vraiment éclairante. Une thèse de doctorat de 2026 de Laura Ruiz de l'University College London. Le titre, c'est Reasoning in the Time of Scaling, le raisonnement à l'ère de la mise à l'échelle. Exactement. Et notre mission, c'est d'aller au-delà du marketing pour comprendre ce que raisonner veut vraiment dire pour une IA. Parce que l'enjeu est colossal. Tous les investissements massifs, les Magnificent Seven, Apple, Microsoft, Nvidia, Tout ça repose sur une seule hypothèse. que ces systèmes peuvent générer des conclusions nouvelles à partir de ce qu'ils savent déjà. C'est littéralement la question à plusieurs milliers de milliards de dollars. Et c'est une question incroyablement difficile à trancher. D'abord, il faut définir les termes. La thèse de Ruiz, elle, est très claire là-dessus. Le raisonnement, c'est le processus qui consiste à déduire une information nouvelle à partir de connaissances existantes. D'accord. Le problème, et c'est vraiment le cœur du sujet, c'est de distinguer ça de la mémorisation. Quand un modèle a ingéré des billions de tokens, une bonne partie d'Internet, quoi, Comment savoir si sa réponse est un vrai raisonnement ou juste la restitution d'un truc très similaire qu'il a déjà vu? c'est ça, c'est un véritable brouillard. Et pour le dissiper, on va suivre la thèse pas à pas, à travers ces 4 études principales. Bon, alors, décortiquons ça. La première étape, c'est de réussir à séparer le bon grain de l'ivraie, le raisonnement de la mémorisation. Mais comment on fait ça concrètement? On ne peut pas juste ouvrir le cerveau de l'IA. Non, bien sûr, l'approche est assez ingénieuse en fait. Au lieu d'essayer de regarder dedans, l'étude remonte à la source. L'idée, c'est que pour n'importe quelle réponse, on peut identifier les documents du corpus d'entraînement qui ont eu le plus d'influence. Ah oui, c'est comme demander à un étudiant sur quel livre vous vous êtes basé pour répondre. C'est exactement ça. Et l'expérience met en contraste deux types de questions. D'un côté, des questions factuelles, genre quelle est la plus haute montagne du monde? Ok, très direct. Et de l'autre, des problèmes de raisonnement mathématique. Par exemple, calculer la pente d'une droite passant par deux points donnés. D'accord, je vois le principe. Dans un cas, on cherche un fait, dans l'autre, une méthode. Et j'imagine que les résultats sont très différents. Radicalement différents. Et c'est là que ça devient fascinant. Pour les questions factuelles comme la montagne, l'analyse montre, sans grande surprise, que les documents les plus influents sont des pages Wikipédia qui contiennent la phrase exacte «Le mont Everest est la plus haute montagne». C'est de la récupération d'infos pure et simple, de la mémorisation. Voilà, c'est très concentré. Mais pour les maths, Alors là, là c'est une toute autre histoire. Les modèles ne s'appuient pas sur des documents qui ont la solution au problème exact, avec les mêmes chiffres. Non. il s'appuie sur quoi alors? Sur des documents qui expliquent la procédure, la méthode pour résoudre ce type de problème. Des manuels de maths en ligne, des forums d'aide aux devoirs qui expliquent la formule de la pente. La distinction est fondamentale. Le modèle ne récupère pas une réponse, il récupère un Tout à processus. fait. C'est un point crucial. La thèse montre même un graphique, la figure 3.1, où l'on voit deux questions de calcul de pente avec des chiffres complètement différents. Oui. Et pourtant, elles sont toutes les deux influencées par le même groupe de documents. Donc le modèle a bien appris une stratégie qu'il peut généraliser, une connaissance procédurale, comme dit la thèse. Oui, et le terme connaissance procédurale est la clé. Ce n'est pas connaître un fait, c'est savoir comment faire. C'est toute la différence entre connaître la date d'une bataille et savoir comment mener une bataille. Mhm. Et il y a un autre détail, pour ce raisonnement, l'influence de chaque document est plus faible, plus diffuse. Au lieu d'un ou deux documents qui pèsent très lourd, on a des dizaines, voire des centaines de documents qui contribuent chacun un petit peu. Et ça a quelles conséquences, ça? Est-ce que ça rend ce raisonnement plus robuste ou au contraire plus difficile à comprendre si ça déraille? C'est une excellente question. Et la réponse est probablement les deux. D'un côté, oui, c'est plus robuste. Ça ne dépend pas d'une seule source qui pourrait être fausse. D'accord. Mais de l'autre, ça le rend aussi beaucoup plus opaque. Si le modèle fait une erreur, c'est très dur de pointer un document unique et de dire « c'est ça le problème ». C'est le fameux souci de la boîte noire. Et ça, l'étude le note, c'est encore plus vrai pour les grands modèles. Alors, les modèles apprennent des procédures. Mais à quel point cette connaissance est abstraite? Parce qu'apprendre une formule, c'est une chose. Comprendre une logique pure, c'en est une autre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, avec la deuxième étude. Qui se penche sur le code informatique, qui est par essence de la procédure pure. Exactement. Le code, c'est une représentation parfaite d'une procédure abstraite.
Un algorithme, c'est une série d'instructions logiques, point. Et la question de l'étude est vertigineuse. C'est-à-dire? Est-ce qu'un modèle peut apprendre à exécuter un programme qu'il n'a vu que sous forme de code source, sans jamais avoir vu un seul exemple de son exécution? Attendez, faut que je sois sûre de bien comprendre. On lui montre la recette, le texte du programme. Oui, Mais on ne lui montre jamais le plat fini. Et on lui demande de cuisiner le plat pour la première fois avec de nouveaux ingrédients. Comment on peut tester ça? C'est là que la méthode est très astucieuse. Elle s'appelle Programming by Backprop. En gros, il y a 3 étapes. D'abord, on entraîne le modèle sur un groupe de programmes A. Pour cela, on lui montre tout, le code et plein d'exemples d'exécution. Si l'entrée est 2, la sortie est 4, etc. D'accord, il apprend à associer un code à son comportement. C'est ça. Ensuite, deuxième étape, on l'entraîne sur un nouveau groupe de programmes, le groupe B. Mais cette fois, on lui montre uniquement le code source, pas un seul exemple. Il apprend donc la théorie pour le groupe B. Et le test, j'imagine, c'est de lui demander de passer à la pratique. C'est le moment de vérité. On lui donne les programmes du groupe B, de nouvelles entrées, et on lui demande de prédire la sortie. Et la réponse est un oui retentissant. Ça fonctionne? Sérieusement? Oui. Le modèle exécute correctement des programmes dont il n'a jamais vu le fonctionnement. Il a donc réussi à extraire les principes de calcul abstrait, la logique de l'algorithme, juste à partir du texte du code. C'est assez fou. Ça veut dire qu'il n'imite pas. Il a internalisé la logique. C'est comme s'il avait appris à lire une partition pour des instruments qu'il n'a jamais entendus et qu'il était capable de l'interpréter parfaitement du premier coup. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Il a compris la structure, la théorie derrière, pas seulement la séquence. Et il y a des détails qui rendent ça encore plus parlant. Ah oui? Le premier, c'est que cette généralisation fonctionne beaucoup mieux quand c'est présenté sous forme de code plutôt qu'en langage naturel. Si on décrit le même algorithme avec des phrases en français, il a beaucoup plus de mal. Pourquoi cette différence? C'est parce que le code est moins ambigu? C'est une grande partie de l'explication, oui. Le langage naturel est plein de sous-entendus. Le code, lui, est formel, non ambigu. Cette structure rigide semble l'aider à internaliser la logique. Et il y a plus, le modèle peut même exécuter des compositions de programmes appris séparément. C'est-à-dire, S'il apprend une fonction doubler un nombre et une fonction ajouter un, il peut ensuite exécuter doubler un nombre puis ajouter un, sans l'avoir jamais vu. C'est une preuve de généralisation assez impressionnante. Jusqu'ici, on a parlé de maths, de logique, de code, des domaines avec des règles claires, des vérités objectives. Mais bon, on sait que le monde n'est pas aussi ordonné. Qu'en est-il du domaine infiniment plus complexe des interactions humaines, du raisonnement social? c'est la transition parfaite, parce que c'est le sujet des 2 dernières études de la thèse. On quitte le monde des certitudes logiques pour entrer dans celui des intentions, des non-dits, et la première étude s'attaque à la pragmatique. En fait, une demande pour fermer la fenêtre. absolument. Ça me rappelle les premiers chatbots. On leur disait « j'ai faim ». Ils répondaient « c'est une information intéressante ». Ils comprenaient le sens littéral, mais rataient complètement l'intention implicite. Suggère-moi un resto. Et la thèse montre qu'ils comblent ce fossé. Oui, avec un exemple très parlant. L'exclamation « de l'eau ». Le sens littéral est simple, mais le sens pragmatique change radicalement. Dans le désert, c'est le soulagement. Si on découvre une fuite, c'est une alarme. Pour une activiste, c'est un cri de ralliement. Et donc, le modèle, il arrive à faire la différence. À déduire la bonne intention selon le contexte. La réponse, selon l'étude, est oui, et de manière assez impressionnante. Les modèles les plus avancés atteignent des performances de niveau humain sur ce genre de tâches. C'est un résultat majeur. Et comment ils y arrivent? Juste en lisant plus de textes? Pas seulement, ça s'améliore un peu avec la taille, mais le vrai coup de pouce vient des méthodes de post-entraînement, comme le fameux RLHF, l'apprentissage par renforcement à partir du feedback humain. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de lui faire lire tout Internet, il faut aussi une phase où des humains lui disent « Non, dans ce contexte, cette interprétation est meilleure que celle-là ». En gros, on lui apprend les codes sociaux. C'est exactement ça. Le pré-entraînement sur les données brutes lui donne une sorte d'intuition statistique, mais le post-entraînement affine ça pour l'aligner avec nos attentes sociales. On lui apprend à lire entre les lignes. D'accord, donc ils comprennent l'implicite. Mais la question qui revient sans cesse, c'est le font-ils comme nous? Est-ce qu'ils ont développé ce qu'on appelle en psychologie une théorie de l'esprit? Cette capacité à se représenter les états mentaux des autres. Et c'est précisément l'objet de la toute dernière étude, qui est peut-être la plus fascinante. Et pour explorer ça, la thèse ne va pas chercher en informatique,
mais en psychologie du développement. Elle s'appuie sur une expérience célèbre de 1998 sur des bébés. Attendez, une expérience sur des bébés pour comprendre des IA de plusieurs milliards de paramètres. Le lien n'est pas évident. Le lien, c'est l'intentionnalité. L'expérience est conçue pour tester à quel âge les enfants comprennent qu'une action est guidée par un but. On montre à des bébés une main qui attrape de manière répétée un ours en peluche plutôt qu'une balle juste à côté. Ok, la main veut l'ours. Voilà. Ensuite, on inverse la position des objets. Et c'est là que vient le test. La main se dirige soit vers le même emplacement et attrape la balle, soit vers le même objet. L'ours a un nouvel emplacement. Et on mesure la surprise des bébés, j'imagine. Exactement, leur temps de regard. Et les bébés sont beaucoup plus surpris quand la main attrape le nouvel objet au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que la main voulait l'ours, pas qu'elle allait à gauche. Ils ont attribué une intention à la main. Ah oui, c'est subtil. Et ce qui est brillant, c'est le contrôle rangé. Si on refait la même chose avec une tige mécanique inanimée, les bébés ne montrent pas cette surprise. Ils différencient un agent intentionnel d'un simple mouvement. D'accord, le parallèle est clair. La thèse a donc transposé ça au modèle avec des descriptions textuelles. Et le résultat? Le résultat est non concluant. Et c'est ça qui est intéressant. Comment ça? Les modèles font bien une différence entre un acteur animé, une main, et un acteur inanimé, une tige. Ils ont appris cette distinction. Mais, et c'est le point crucial, ils ne semblent pas faire la différence entre une action intentionnelle et une action accidentelle. Donc, ils réagissent au qui ou au quoi, mais pas au pourquoi. C'est ça. Si je comprends bien, le modèle a appris dans ses données que les mains agissent sur des objets et différemment des tiges. Mais il n'a pas forcément appris le concept abstrait d'intention qui se cache derrière. C'est la conclusion la plus probable. Il a appris des corrélations statistiques de surface, très puissantes, mais qui ne sont peut-être pas une vraie théorie de l'esprit. Ça suggère que même si les machines atteignent des performances similaires aux nôtres, les mécanismes sous-jacents pourraient être fondamentalement différents. Une forme d'intelligence qui nous est étrangère, peut-être. C'est une possibilité. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, que peut-on conclure? On a vu que le raisonnement des LLM, ce n'est pas de la simple mémorisation, c'est basé sur l'apprentissage de procédures. Oui, On a vu qu'ils peuvent internaliser la logique abstraite du code, et même qu'ils maîtrisent certaines subtilités du raisonnement social. mais on a aussi vu les limites de l'analogie avec l'esprit humain. La thèse de Laura Ruiz, en fait, dresse le portrait de systèmes où un raisonnement polyvalent a émergé, non pas par magie, mais comme une conséquence de l'échelle et de la structure des données. Ce n'est pas une conscience qui se serait éveillée. Non. C'est le résultat de l'optimisation d'un objectif très simple, prédire le mot suivant sur une quantité astronomique de données. Surtout des données qui ont une structure logique, comme le code ou les maths. C'est un point de vue beaucoup plus nuancé que ce qu'on entend souvent. Et pour finir, je voudrais qu'on laisse notre auditoire avec la pensée finale de la thèse. Une question qui ouvre une perspective assez vertigineuse. Jusqu'à présent, la recherche a montré, et cette thèse le confirme, que les LLM commencent à maîtriser le raisonnement déductif. C'est le raisonnement du logicien. On part de règles connues pour arriver à une conclusion certaine. D'accord? Mais il existe un autre type de raisonnement, peut-être plus fondamental pour le progrès humain. Le raisonnement inductif, c'est-à-dire le raisonnement du scientifique. Partir d'observations, de données brutes, pour formuler une nouvelle hypothèse, une nouvelle théorie qui explique ces données. Exactement. Et la question qui se pose, le véritable Graal, c'est donc la suivante. Ces modèles pourront-ils un jour franchir ce cap? Pourrait-il, à partir de données biologiques ou astronomiques, proposer une nouvelle hypothèse scientifique vérifiable et contribuer non plus seulement à appliquer la connaissance, mais à une véritable découverte, à la création de savoirs entièrement nouveaux? C'est sur cette question qu'on vous laisse réfléchir.